Il était une fois, dans un petit village, un couple modeste appelé Chidi et Ola. Chidi et Enola étaient un couple modeste qui vivait ensemble depuis des lustres et qui avait une fille, Ifé, âgée de 10 ans. Elle était très sage et intelligente. Elle avait tellement bien travaillé pendant l'année que ses parents ont décidé de la récompenser en l'amenant voyager chez sa tante, qui vivait dans une grande maison en ville. Elle était tellement contente qu'elle courut dans sa chambre et commença à rassembler ses effets en chantant. C'était la première fois qu'elle allait en ville. Le lendemain, les trois sont allés prendre le bus à la gare du village. Pendant le trajet, Ifé s'est assise à la première place, à côté du chauffeur, pour contempler le paysage, tandis que ses parents étaient assis derrière. Après plusieurs heures de trajet, Chidi et Enola ont commencé à dormir, alors qu'ils étaient déjà arrivés dans la ville de la tante d'Ifé. Une petite voiture roulant à toute vitesse a perdu le contrôle et a dévié en direction du bus. Le bruit soudain du klaxon du chauffeur a réveillé Chidi et Ola. Le chauffeur essaya de manœuvrer d'urgence pour éviter la voiture, mais il tourna si rapidement le volant que le bus dérapa et fit plusieurs tonneaux sur plusieurs mètres. Le bus prit feu, et Ifé réussit à sortir, car elle était assise à côté du chauffeur. Quant au chauffeur, il était bloqué, car le bus était tombé sur son côté. Quelques passagers ont réussi à sortir avant que le feu ne s'intensifie. Les parents d'Ifé, qui étaient derrière, n'ont pas eu le temps de sortir avant que les flammes n'engloutissent complètement le bus. On pouvait les entendre, avec les autres passagers bloqués, appeler au secours en criant et en pleurant. Leurs cris déchiraient l'air. Les habitants du quartier ont couru avec des seaux pour essayer d'éteindre les flammes. Ifé était debout à quelques mètres du bus et entendait ses parents crier de toute leur force. Elle était perdue et ne savait pas où se tourner. Pendant plusieurs minutes, les habitants ont essayé en vain d'éteindre les flammes. Ifé est restée debout, en pleurant, jusqu'à ce qu'elle n'entende plus les cris de ses parents. Ils étaient tous calcinés, et le bus était en cendres. Les quelques survivants criaient et pleuraient, certains ayant perdu leurs proches. Un grand vacarme s'est installé, et tous les habitants se sont rassemblés pour les consoler. Ifé était la plus jeune. Elle était perdue. Que allait-elle faire maintenant? Elle ne connaissait rien de la ville. Où irait-elle? Elle pleurait encore quand une dame âgée la reconnut et s'approcha d'elle en courant. C'était sa tante, chez qui elle devait se rendre pour les vacances. Ifé, mon Dieu, que fais-tu ici? Et tes parents? Quand elle entendit son prénom, elle comprit aussitôt que la dame la connaissait. Mon père et ma mère n'ont pas pu sortir du bus, réussit-elle à dire, le visage baigné de larmes. La dame était sous le choc. Ils sont morts? Oui, madame, ajouta Ifé, qui avait du mal à s'exprimer. La dame essaya de la consoler, mais Ifé ne faisait que pleurer. Je suis tante Oneka. Viens avec moi, je vais t'héberger en attendant qu'on trouve une solution pour toi. Arrête de pleurer, s'il te plaît. La dame la prit par la main et l'emmena chez elle, dans sa villa. La tante d'Ifé s'appelait Oneka. Elle vivait avec son mari, un collecteur de tontines très riche. Ils avaient une fille de 16 ans, Chioma. Ils vivaient dans une grande maison, symbole de leur richesse. Oneka n'avait plus besoin de travailler, et Chioma était au collège. Ifé n'avait jamais vu une maison aussi grande, mais la douleur de la situation l'empêchait de s'en rendre compte. Après plusieurs semaines, elle commença à s'intégrer dans la famille. Elle mangeait à sa faim, mais les souvenirs de l'accident la hantaient. Un soir, sa tante l'appela dans sa chambre pour lui parler. Écoute, Ifé, tout à l'heure, mon mari va rentrer du travail, et il sera fatigué. Je voudrais que tu lui masses le dos, d'accord? Ifé ne se doutait de rien et obéit sans réfléchir. Le lendemain, c'était la même chose, mais cette fois, elle devait masser tout son corps. Cela continua jusqu'au jour où le mari de sa tante lui demanda de masser autre chose. Elle refusa et sortit en courant. Sa tante l'arrêta aussitôt. Écoute, Ifé, je ne veux pas être violente avec toi. Tu es intelligente, fais ce que mon mari te demande, et tout ira bien. Ifé avait les yeux larmoyants. Elle savait que ce n'était pas normal, mais elle ne pouvait pas désobéir. Elle retourna dans la chambre et s'exécuta. Tous les soirs, c'était le même scénario, jusqu'au jour où le mari de Oneka essaya de la violer. Elle sortit en courant,
mais sa tante, furieuse, la frappa pour la première fois et lui ordonna de retourner dans la chambre. Cela devint une obligation quotidienne. Un jour, le mari de Honeika rentra du travail après une longue journée. Il déposa l'argent dans le tiroir du salon avant d'aller se coucher. Pendant la nuit, Chioma sortit discrètement de sa chambre, ouvrit le tiroir et vola l'argent. Le lendemain, elle sortit avec son sac, prétendant aller à la bibliothèque, mais elle se rendit chez son petit ami, Emeka, dans un immeuble abandonné. Ils passèrent la journée ensemble, et Chioma lui montra l'argent volé. Avec cet argent, toi et moi n'aurons plus jamais à travailler, dit-elle. Emeka prit l'argent, impressionné par la somme. Quelques jours plus tard, le mari de Honeika découvrit le vol. Il convoqua toute la famille et demanda qui avait pris l'argent. Chioma accusa Ife, qui fut battue et chassée de la maison. Ife, innocente, ne savait pas où aller. Elle erra dans le village, mendiant de la nourriture et de l'argent pour survivre. Pendant ce temps, Chioma continuait à dépenser l'argent volé avec Emeka, vivant dans le luxe tandis que sa famille sombrait dans la pauvreté. Ife, à seulement 12 ans, dut assumer la responsabilité de subvenir aux besoins de la famille, tout en s'occupant de son bébé. Elle endura les coups et les humiliations, priant pour un miracle qui ne venait pas. La seule chose qui réconfortait Ife était sa proximité avec Dieu, car elle priait tous les soirs. Pendant une semaine entière, Ife n'a plus réussi à ramener de l'argent à la maison. Elle demanda de l'argent aux mêmes endroits, mais les villageois commencèrent à en avoir marre d'elle. Furieuse et n'ayant plus de solution pour manger, Honeika confisqua son bébé et se dirigea vers la sortie de la maison. « S'il vous plaît, tante, vous allez lui faire quoi ?» demanda-t-elle en tremblant. Sa tante se retourna et la gifla si violemment qu'elle tomba. Ife commença à pleurer, craignant le pire. Honeika sortit de la maison en trombe, prit un taxi-moto et se rendit en ville. Elle vendit le bébé à un homme qui lui paya une somme énorme, suffisante pour vivre plusieurs années. Elle rentra le soir sans le bébé, mais avec une mallette d'argent en main. Ife ne comprenait rien et commença à pleurer, suppliant sa tante de lui dire où se trouvait son enfant. Mais Honeika l'ignora et se rendit dans sa chambre. Le lendemain, Ife se réveilla avant l'aube et marcha pendant des heures dans un village voisin pour mendier de l'argent. Elle pensait que sa tante avait confisqué son bébé parce qu'elle ne ramenait plus assez d'argent. Elle se dit que si elle en ramenait suffisamment, sa tante lui ramènerait son enfant. Elle rentra le soir avec beaucoup d'argent, qu'elle remit à Honeika. Pendant toute la semaine, elle ramena énormément d'argent chaque jour, mais sa tante ne lui ramena jamais son enfant. Ife commença à réaliser qu'elle ne le reverrait plus. Elle pleurait sans arrêt, pensant parfois à se suicider. Elle priait chaque soir, mais avait l'impression que Dieu ne l'écoutait plus. Son enfant lui manquait terriblement. Quelques mois plus tard, Chioma tomba enceinte de son petit ami. Quand celui-ci apprit la nouvelle, il s'enfuit en emportant tout l'argent qu'ils avaient volé. Chioma se retrouva seule, son projet de vie effondré. Elle ne pouvait expliquer son cas à personne, car elle avait volé l'argent. Honeika commença à s'inquiéter, son mari avait disparu, et maintenant sa fille était enceinte. Chioma, dépressive, maltraitait Ife pour se consoler. Elle l'accusait d'être la source de tout leur malheur. « Si tu n'étais pas venu dans cette famille, nous n'aurions jamais eu autant de problèmes, » lui disait-elle. Elle frappait Ife et lui demandait de lui lécher les orteils. Ife obéissait, n'ayant pas le choix. Le jour de son accouchement, Ife resta avec Chioma à l'hôpital et s'occupa d'elle malgré tout. Chioma accoucha d'une petite fille. Les années passèrent, et Ife grandit. À 19 ans, elle commença à prendre conscience de tout ce qu'elle avait enduré. Sa tante continuait de la maltraiter, et Chioma, maintenant âgée de 24 ans, avait une fille de 6 ans. Ife décida de s'enfuir. Elle ne savait pas où était son fils Kevin, qui aurait maintenant 7 ans. Un soir, alors que Honeika et Chioma dormaient, Ife pria Dieu de l'aider à s'échapper. Elle sortit en silence et courut de toutes ses forces, sans destination précise. Elle se retrouva dans un autre village, un endroit étrange et silencieux. Soudain, elle sentit des pas derrière elle. Un groupe d'hommes musclés l'entourait. « Aucune fille n'a jamais mis pied ici. »« Que cherches-tu ? » ?»« Attrapez-la » cria leur chef. Ife courut, mais épuisée, elle trébucha et tomba.
Les hommes la rattrapèrent et l'emmenèrent de force dans les profondeurs de la forêt. Pendant ce temps, Honeika découvrit la disparition d'Ifé. Paniquée, elle courut dans le village en pleurant, prétendant que sa fille avait disparu. Les villageois, émus, se mirent à la recherche d'Ifé. Mais personne ne savait où elle était. Dans la forêt, Ifé était attachée à un tronc d'arbre. Chaque nuit, les hommes de la tribu abusaient d'elle. Elle priait sans cesse, mais se sentait abandonnée. Un soir, un grand feu de brousse se déclencha. Les hommes, occupés à éteindre les flammes, détachèrent Ifé pour la déplacer. Elle profita du chaos pour s'échapper, sautant à travers les flammes. Brûlée aux jambes, elle courut jusqu'à épuisement et tomba dans un autre village. Les villageois la retrouvèrent et la conduisirent à l'hôpital. Honeika, informée de sa découverte, se précipita à l'hôpital et fit semblant de s'occuper d'elle. Une fois rentrée à la maison, elle enferma Ifé dans une chambre, déclarant qu'elle y mourrait. Ifé, désespérée, réalisa qu'elle ne pourrait plus s'échapper. Honeika, ruinée, trouva une nouvelle idée, elle commença à amener des hommes dans la chambre d'Ifé, se remplissant les poches grâce à cette activité immorale. Pendant 15 ans, Ifé vécut enfermée, dépérissant lentement. À 34 ans, elle était brisée, son corps ne répondant plus. Un jour, un vieil homme refusa de payer Honeika après avoir vu l'état d'Ifé. Furieuse, Honeika la battit violemment, la blessant gravement. Ifé s'évanouit et fut emmenée d'urgence à l'hôpital. Là, un jeune médecin, Kevin, la soigna. Quand Ifé ouvrit les yeux, elle reconnut en lui son fils disparu. Après un test ADN, Kevin confirma qu'il était bien son fils. Ému, il alerta la police. Honeika, Chioma et le mari d'Honeika furent arrêtés et condamnés à la prison à perpétuité. Kevin ramena sa mère chez lui, essayant de lui redonner une vie normale. Malgré les souffrances passées, Ifé retrouva un sourire grâce à l'amour de son fils. Cette histoire rappelle que même dans les moments les plus sombres, la foi et l'espoir peuvent mener à la lumière. Kevin, déterminé à redonner à sa mère une vie digne, l'installa dans sa villa et lui offrit tout le confort qu'elle n'avait jamais connu. Ifé, bien que physiquement affaiblie, commença à retrouver un peu de paix grâce à la présence de son fils. Chaque jour, Kevin lui racontait sa vie, comment il avait été adopté par une famille aimante après qu'Honeika l'ait vendu, et comment il était devenu médecin pour aider les autres. Ifé, de son côté, partageait ses souvenirs douloureux, mais aussi les moments de résilience qui l'avaient maintenu en vie. Cependant, le passé ne pouvait pas être effacé si facilement. Les cauchemars hantaient encore Ifé, et les cicatrices physiques et émotionnelles étaient profondes. Kevin, voyant sa mère lutter contre ses démons intérieurs, décida de l'emmener voir un thérapeute spécialisé dans les traumatismes. Peu à peu, Ifé apprit à parler de ses souffrances sans craquer, et à accepter que sa vie pouvait encore avoir un sens. Pendant ce temps, en prison, Honeika et Chioma vivaient un enfer. Les autres détenus, ayant entendu parler de leurs crimes, les méprisaient et les harcelaient. Honeika, autrefois si forte et dominatrice, était devenue une ombre d'elle-même, rongée par la culpabilité et la peur. Chioma, quant à elle, regrettait amèrement ses choix, réalisant trop tard à quel point elle avait été manipulée par sa mère et à quel point elle avait fait du mal à Ifé. Elle écrivit une lettre à Ifé, demandant pardon, mais Kevin intercepta la lettre et décida de ne pas la montrer à sa mère, de peur de raviver ses blessures. Un jour, alors qu'Ifé commençait à reprendre goût à la vie, elle reçut une visite inattendue. C'était Emeka, l'ancien petit ami de Chioma, celui qui avait fui avec l'argent volé. Emeka, rongé par la culpabilité, avait décidé de se confesser et de demander pardon. Il expliqua à Ifé comment il avait gaspillé l'argent et vécu une vie de débauche avant de tout perdre. Il lui avoua aussi qu'il avait toujours aimé Chioma, mais qu'il avait été trop lâche pour assumer ses responsabilités. Ifé, bien que choqué, écouta sans interruption. À la fin de son récit, Emeka lui tendit une enveloppe contenant une partie de l'argent qu'il avait réussi à récupérer. « C'est tout ce que j'ai pu réunir, dit-il. Je sais que ça ne suffira pas à réparer ce que j'ai fait, mais c'est un début. » Ifé, après un long silence, répondit « Je ne te pardonnerai peut-être jamais, mais je te remercie d'avoir eu le courage de venir. » Emeka partit, laissant Ifé réfléchir à cette rencontre. Elle décida d'utiliser l'argent pour créer une association d'aide aux femmes victimes de violences,
en hommage à toutes celles qui, comme elle, avaient souffert en silence. Les années passèrent, et l'association d'Ife devint un refuge pour des centaines de femmes. Kevin, fier de sa mère, l'aidait dans cette mission, offrant des soins médicaux gratuits aux bénéficiaires. Ife, bien que marqué à jamais par son passé, trouva enfin un sens à sa vie en aidant les autres à surmonter leurs propres épreuves. Un jour, alors qu'elle donnait une conférence sur son histoire, Ife reçut une lettre anonyme. Elle l'ouvrit et lut « Je t'ai observé de loin, et je suis fière de toi. Tu as transformé ta douleur en force. Je suis désolée pour tout ce que tu as enduré. » La lettre n'était pas signée, mais Ife sut immédiatement qu'elle venait de son père, l'homme qui avait fui tant d'années auparavant. Elle ne chercha pas à le retrouver, préférant garder cette lettre comme un symbole de clôture. Ife continua à vivre, entourée de l'amour de son fils et de la gratitude des femmes qu'elle aidait. Elle savait que son passé ne disparaîtrait jamais, mais elle avait appris à vivre avec, en transformant sa souffrance en espoir pour les autres. Et chaque soir, avant de s'endormir, elle remerciait Dieu de lui avoir donné la force de survivre et de reconstruire sa vie. Cette suite conserve le ton dramatique et émotionnel de l'histoire tout en apportant une lueur d'espoir et de rédemption. Ife, malgré ses épreuves, trouve un sens à sa vie en aidant les autres, et Kevin incarne l'amour et la résilience qui permettent de surmonter les traumatismes.